Le coup de tocsin. Samedi dernier, donc c'était la fête de l'UMA, et dans le cadre de cette fête de l'UMA, il y avait des débats organisés, et dont un débat où François Ruffin intervenait. Il était invité à échanger avec plusieurs autres parlementaires du Nouveau Front Populaire. Il y avait Raphaël Arnaud pour LFI, Marie Pochon pour les écologistes et Nicolas Sansu pour le Parti communiste. Alors, thème des discussions, eh bien, notamment défaire le RN, comment unir les classes populaires, un sujet qui est évidemment cher à François Ruffin. Et je rappelle que ce débat intervenait après la lourde charge du député François Ruffin à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, qui l'accusait d'abandonner par pur calcul électoral, je rappelle, les électeurs de la France périphérique au prix de victoire écrasante du Rassemblement national. Voilà, c'était les mots de François Ruffin. Et lui-même d'avoir, fait un mea culpa et d'avoir exposé sa honte d'avoir mené une campagne au faciès, dit-il, en 2022 et en 2024. En effet, il changeait ses tracts en fonction de la population à qui il distribuait les tracts. Et avant de donner la parole à François Coq, voilà ce qu'on a pu entendre justement pendant cette fête de l'UMA face à François Ruffin. Nous sommes tous antifascistes. Voilà ce que vous pouvez entendre en italien dans le texte. François Coq, bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes analyste politique, je le rappelle, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche et enseignant en zone d'éducation prioritaire. Je vais rappeler votre dernier livre, La chimère de Macron contre la souveraineté populaire, aux éditions Éric Jamet. Alors, que s'est-il réellement passé? Que pensez-vous en effet de ce « Nous sommes tous antifascistes » contre François Ruffin? Alors, je vais vous dire et je vais vous essayer de faire le lien avec, vous savez, quelque chose qui me tient à cœur, qui est la démocratie minoritaire. Juste un mot, si vous permettez quand même avant. Je vous aurais bien parlé, moi, ce matin, du gouvernement de M. Barnier, hein. Mais vous noterez que je ne peux pas le faire parce que ça fait 11 jours que M. Barnier a été nommé et qu'il n'y a toujours pas de gouvernement. Donc, je vous invite quand même à avoir en tête que l'espèce de vide temporel qu'on a connu cet été avant la nomination du Premier ministre, finalement se poursuit sous une autre forme après la nomination du Premier ministre et avant la nomination du gouvernement, et que tout ça aussi, ce sont des effets de la démocratie minoritaire, c'est-à-dire du fait que ce n'est plus la ligne directrice qui a été choisie par le peuple qui s'impose et qui permet de nommer un Premier ministre et qui ensuite fait son casting en choisissant des ministres qui adopteront et qui valideront et qui porteront cette ligne, mais on fait d'abord le casting pour quelle ligne politique, on ne sait pas encore, et donc forcément le temps s'étire et s'allonge. Donc on y reviendra dans une autre chronique, mais je tenais quand même à le signaler. Alors, je reviens sur la fête de l'UMA, sur ce que vous venez de dire à l'instant, parce que ça me semble important. Vous venez de repasser cet extrait où la foule de l'Agora, c'est le grand lieu de discussion à la fête de l'humanité, se met à scander, non pas en soutien à Raphaël Arnaud qui était présent sur la scène, mais bien à l'encontre de François Ruffin pour le clouer au pilori d'une certaine manière. Cette foule se met à scander Siamo tutti antifascisti, et voilà le genre d'accueil qu'on a pu connaître à cette fête de l'humanité, avec tout de suite, disons-le, un renversement quand même des polarités, puisque je note que quelques heures après, c'est Dominique de Villepin qui a été accueilli au même endroit, en grande pompe, par le public de la fête de l'humanité. Je rappelle quand même que pour le peuple de gauche, en tout cas pour l'électorat de gauche, théoriquement, Dominique de Villepin, c'est quand même celui qui a essayé de faire passer en force le CPE, qui a mis en place l'état d'urgence en 2005 sur les banlieues, qui a privatisé Gaz de France. Donc on voit bien qu'il y a un renversement. Mais si je reviens sur ce Siamo tutti antifascisti qui a été lancé, ce qui interroge, c'est cette utilisation abusive et devenue quasi permanente dans la vie politique d'aujourd'hui du fascisme, du terme fascisme, pour disqualifier l'adversaire. Si je le dis, c'est qu'on a vu apparaître, non pas directement au moment de l'élection de M. Macron en 2017, mais dès 2019, la première élection intermédiaire, qui était les élections européennes, l'usage par M. Macron de cette partition, de cette dichotomie de l'espace politique en deux blocs, avec d'un côté, vous vous rappelez, il y avait les progressistes, c'était lui, et les nationalistes, c'était tout le reste. Et c'était d'une certaine manière, en 2024, à l'élection européenne suivante, il a voulu faire le bloc de la raison, c'était lui, et de l'autre côté, les extrêmes, entendus comme les fascismes, c'était tout le reste. Autrement dit, il y a une pratique politique, qui a été celle de M. Macron, qui a été de la politique par assimilation, parce que non seulement ces extrêmes, ça vise
d'un côté le Rassemblement national, mais ça visait par effet rebond aussi l'autre côté de l'échiquier politique qui était LFI. Mais je note que LFI a adopté la même méthode. Si vous regardez quelle a été la campagne des élections européennes de LFI en 2024, ils expliquaient que M. Macron, il n'y avait pas de différence entre M. Macron et le Rassemblement national, et comme le Rassemblement national est qualifié par LFI de fasciste, eh bien tout cela était aussi des fascistes. Autrement dit, on voit bien que la tripartition de l'espace politique, qui est consubstantielle de la démocratie minoritaire telle que nous la connaissons aujourd'hui avec les blocages électoraux, crée ce phénomène, cette tendance pour un bloc, quel qu'il soit, à assimiler les deux autres blocs à une même politique et à essayer d'abord de la disqualifier. Et comment on essaye de la disqualifier? En la déshonorant sous ce terme de fascisme. Voilà aujourd'hui, je crois, une pratique politique qui est devenue assez générale. C'est un espèce de diable de confort qui a été installé pour pouvoir apposer l'étiquette du déshonneur sur non pas l'adversaire politique, mais ce qui est devenu et ce qui est pensé comme l'ennemi politique. Voilà ce que nous connaissons sur la scène politique depuis maintenant plusieurs années, et on voit que c'est tellement ancré dans les pratiques que nous avons assisté à une étape franchie ce week-end, puisque ce n'est plus simplement l'accusation de fascisme qui est portée par un bloc contre les deux autres, C'est ce que mais c'est j'allais dire. l'accusation de fascisme qui est portée au sein d'un même bloc. Parce que à quoi avons-nous assisté? Au fait que depuis quelques semaines, il y a un débat qui est un débat politique, excusez-moi, c'est un débat politique entre François Ruffin et Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon Mélenchon. sur quelle est la stratégie à adopter. Est-ce que c'est la stratégie de M. Mélenchon depuis 2018, depuis qu'il a tourné, c'est-à-dire la stratégie du socle, qui vise à s'adresser spécifiquement à un électorat? J'en veux pour preuve les déclarations de M. Mélenchon la semaine dernière lors de la manifestation pour la destitution qu'il avait organisée. Et M. Mélenchon disait il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, on perd notre temps. Donc, est-ce que c'est cette stratégie du socle ou est-ce que c'est la stratégie de la majorité populaire qui essaie d'être portée par François Ruffin? Autrement dit, le rapport de l'un à l'autre à la démocratie minoritaire, et est-ce qu'on essaie de s'en servir comme un raccourci, stratégie Mélenchon, ou est-ce qu'on essaie de sortir de la démocratie minoritaire, stratégie Ruffin? Mm. Eh bien, ce débat, finalement, ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a une forme d'excommunication politique qui est aussitôt pratiquée et qui, très honnêtement, disons-le, a déjà existé dans le camp de la gauche. Ce fait de travestir l'identité politique Bien sûr. de l'adversaire qui devient l'ennemi, on l'a connu, ça porte un nom, en tout cas dans le vocable de la gauche, ça s'appelle le stalinisme, le fait de changer l'identité politique de l'adversaire. Donc il n'y a rien de bien nouveau et on voit bien l'effet de manipulation. Avant que le public de l'Agora de la fête de l'humanité ne se mette à scander ce slogan, on a vu que pendant toute la semaine, les cadres principaux de LFI ont traité M. Ruffin de d'Oriot, de DA, on parlait de rouge-brun, ont même été l'assimiler à monsieur Zemmour. Autrement dit, il y a une construction politique qui a été faite. Donc, une fois qu'on a noté tout cela, il faut bien qu'on se dise et qu'on se pose. Et qu'on se dise que ces références permanentes au fascisme sont absurdes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sens d'un point de vue de la science politique. Mais elles sont, surtout d'un point de vue politique, dangereuses en ce que, et elles sont dangereuses et contre-productives, en ce qu'elles pervertissent et affadissent le sens du mot fascisme, Bah, bien sûr. elles l'affadissent au point de le Le banaliser. banaliser, oui. Cette manière de faire de la politique, ou plutôt de défaire la politique, non pas par l'addition, par l'élargissement, par l'agrégation, mais plutôt par la disqualification de tout ce qui est autre, et finalement consubstantiel, pour moi, je viens de vous le dire, de la démocratie minoritaire et de cette stratégie des trois blocs. Tout ça est terriblement nocif. Il faut en sortir au plus vite, car désormais, chacun d'entre nous devient potentiellement un fasciste au regard des autres dans cette pensée de la vie politique, non pas la pensée complexe, mais une pensée qui finalement est affreusement binaire. Alors vous savez, tout ça finalement, c'est jamais rien d'autre que ce que nous annonçait Pazzolini dans ses écrits corsaires en 1967, quand il nous disait que pour se protéger, la bourgeoisie inventera un antifascisme contre un fascisme qui n'existe plus. Eh bien, je crois que on y est, ou en tout cas, on n'en est malheureusement pas loin.
Merci beaucoup François Coq, et vous avez raison sur le fait que de toute façon tout ça, malheureusement, je suis pas sûre, là vous dites c'est instrumentalisé, tout le monde va s'y perdre, mais est-ce que les véritables citoyens s'y perdent? Est-ce que eux ne sont pas un peu plus lucides que l'Agora qui a crié ce mot tutti antifascisti? C'est vrai qu'on se dit qu'il y a surtout un décalage qui va être amorcé de plus en plus important entre le bloc, le vrai bloc populaire, et puis les 3-4 personnes qui ont crié à cette manifestation. Et évidemment vous continuerez d'interpréter tout ça et de le commenter ici chez nous. Merci beaucoup François Coq. Je rappelle, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche et auteur de La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Et puis nous